continuer la série. Et il manque ton père. Oui, bah, je sais pas ce qu'il fait. Bon, tant pis. Dans l'épisode. Ouais, Ah, attends, oula. attends. Dans l'épisode précédent, on Ça sent apprenait bon. que il y avait un fil rouge qui appartenait à une danseuse du nom de Duka, qui était, on apprenait son histoire. C'était une américaine qui était arrivée en France dans les débuts du siècle et qui avait rencontré une femme qui s'appelait Marie. Et donc là, c'est la continuité de cette série, de cet épisode. Voilà. À 14 ans, elle bénéficiait déjà d'une petite réputation locale. Isadora reçut une proposition d'une compagnie de théâtre new-yorkaise. Elle déménagea avec sa famille dans la capitale et devint membre de la troupe. Mais l'adolescente ne parvint pas à s'épanouir au sein de cette compagnie. Elle se trouva engoncée dans des rôles et des poses classiques qui l'exécraient. Car tout le corps de la jeune fille tendait vers la modernité. Elle claqua donc rapidement la porte du théâtre. Pour exprimer son art tel qu'elle entendait, Isadora se tourna alors vers les portefeuilles de quelques riches New-Yorkais. Elle se produisit ainsi dans d'innombrables soirées, galas de bienfaisance, dîners mondains, réceptions où se réunissait toute l'intelligentsia de la ville. On s'étonna d'abord de voir arriver sur scène une jeune fille aux pieds nus, enveloppée de voile transparent qui laissait deviner la rondeur d'une cuisse ou l'aisance d'un sein. Mais passer les tulles, passer les tulles et des muscles, la représentation s'achevait presque systématiquement par des acclamations. Au cours des 4 années qu'elle passait à New York, Isadora acquit ainsi une certaine notoriété. Il était temps pour elle d'aller se faire connaître dans cette Europe qui la faisait rêver. La jeune ballerine arriva dans le Paris bouillonnant du début du siècle. Elle y rencontra un accueil chaleureux, du moins d'une partie de la société. L'élite intellectuelle opposée aux conformistes bourgeois applaudissent l'insolence de la liberté de cette Ève nouvelle, femme indépendante sortie de la sphère du privé, partie à la conquête du bastion masculin, raconte l'historienne Yannick Ripa. La jeune danseuse californienne ne participa pas seulement au basculement du vieux monde dans la modernité, elle précède dans ce décalage naissant à la fois la gloire et le parfum du scandale qui l'entoure. Elle déchaîne l'enthousiasme ou les attaques sans demi-mesure possible. Il ne fallut pas 2 ans à Isadora pour être portée au pinacle par un cercle de fervents admirateurs au nom prestigieux. Le comte Robert de Montesquieu, la princesse de Polignac, l'homme politique Georges Clemenceau, ou les compositeurs André Messager et Gustave Charpentier. Marie d'Esti ne perdit rien de l'ascension fulgurante de cet enfant des Lucioles, devenu papillon de la nuit. Les débuts à Paris d'Isadora marquaient en effet le début de près de 2 décennies de gloire internationale qui l'amenèrent en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en Russie. Pendant cette période de faste, Marie Destinée eut un peu de contact avec la ballerine. Quand elle la retrouva en France en 1927, les lumières des projecteurs
s'était éteint sur la silhouette de la danseuse américaine. Isadora avait survécu à son apogée, explique la journaliste André Levinson. Déjà avait commencé sa lente agonie de son art, la détresse, où se traînait son âme en peine aiguë et fervente. Voilà. Bon, c'est la fin de cet épisode, mais demain, voilà. Merci. Bon, voilà la suite demain. Bon, on voit qu'elle a perdu finalement sa gloire qu'elle avait. Elle avait Georges Clemenceau quand même. Voilà. Bon, on verra ce qui se passe à 50 ans, je dis pas plus. Je vais pas spoiler.